Bonsoir. Autant vous le dire tout de suite, Mystère ce soir risque de vous donner le vertige et encore plus qu'à l'accoutumée. Avec ces événements qui se sont déroulés en Belgique, à Wautrimont, le mois dernier, des événements dont les gendarmes et les autorités ecclésiastiques ont été les témoins et que la presse et la télévision ont rapporté. Simple poltergeist, pour les uns, vous savez, ces esprits frappeurs dont nous avons déjà beaucoup parlé dans Mystère, ou alors véritable possession diabolique. Toujours est-il que Monseigneur Patrick Meurant, que nous recevrons sur ce plateau, a cru utile de pratiquer un exorcisme. Seules les caméras de Mystère ont été autorisées à filmer l'événement. Vous allez voir ce document, il est très impressionnant et je dirais même il est assez effrayant. Cela dit, tout de suite, en quelques images rapides, ce que Mystère vous propose ce soir. Pendant près de 3 ans, depuis juin 1988, la famille Laval a vécu les pires cauchemars. Leur maison a été presque quotidiennement le théâtre d'événements fantastiques et toujours inexpliqués. La force de la prière collective. Condamné par la médecine, Jacques Brossier, chirurgien dentiste, rejoint le groupe de prière de Maggie Lebrun. Aujourd'hui, il est définitivement guéri. À l'âge de 8 ans, Angélique se met à parler en anglais, couramment, sans l'avoir jamais appris. Terriblement attirée par l'Angleterre, elle découvrira plus tard qu'elle y aurait déjà vécu au XVIIIe siècle. Depuis près de 1000 ans, le sarcophage d'Arles-sur-Tech se remplit d'une eau très pure venue de nulle part. Les investigations scientifiques écartent la supercherie ainsi que tout phénomène naturel. Je vous propose maintenant d'aller voir ce qui s'est passé 3 ans durant chez les Laval. C'est en 1988, dans cette paisible région du centre de la France, que Jacques et Catherine Laval ont enfin pu acheter la maison de leurs rêves. Ils espéraient pouvoir y vivre tranquillement avec leurs 2 filles, car rien ne laissait présager les terribles événements qui allaient suivre. Je suis venue acheter cette maison parce que mon mari et moi voulions acheter une maison. Et en allant chez des amis, en passant, on voyait toujours cette maison qui était en vente. Donc on a fait le nécessaire pour y habiter. Quand on est rentré dedans pour emménager, moi j'ai voulu épouster un peu la tapisserie, où il y avait des toiles d'araignée et tout. Et en nettoyant des placards que l'ancienne propriétaire avait laissés, là j'ai trouvé des images pieuses. Catherine est surprise que les anciens propriétaires n'aient pas emporté ces images pieuses avec eux. Puis un jour, alors que les Laval travaillent dans le jardin, Catherine va faire une autre découverte. Une tête d'ange enfouie dans la terre. Rien de vraiment inquiétant, et pourtant Catherine n'est pas rassurée. Et sans comprendre pourquoi, c'est avec angoisse qu'elle regarde l'église qui domine la vallée. Les enfants sont couchés. Tout est calme. Jacques a repris son travail. Il est gardien de nuit dans un supermarché de la région. Pour la première fois, Catherine est seule, chez elle, la nuit avec ses filles. Et soudain... quelqu'un marche dans le grenier. Ce ne sont pas les fillettes. Elles dorment tranquillement. Au début, c'était des craquements, donc je pensais que vu que la maison était vieille, c'était le bois qui travaillait, qu'il n'y avait pas de problème. Et au fur et à mesure que les jours passaient, bon, les pas ont continué tous les soirs. Bon, ça amplifiait parce que bon, il y avait des bruits de comme si, en fin de compte, à la fin, il y avait quelqu'un qui habitait là-haut et qui se promenait de long en large. Et j'ai passé la nuit comme ça. Bon, là, le lendemain, quand mon mari est arrivé, le lendemain matin, je lui en ai parlé. Il me disait, tu te fais des idées, la maison est vieille. Bon, bah, c'est peut-être un bruit que tu as cru entendre. Et il me dit, il n'y a peut-être pas quelqu'un quand même qui est ici, quoi. Moi, mon premier doute, c'était que, bon, ça passe des idées.
Ou qu'alors, étant donné que c'était une maison qui a été pendant un bon petit moment sans être habitée, que ça aurait pu être aussi bien le parquet ou les murs qui travaillaient, quoi. Dans la journée, c'est Jacques qui reste à la maison. Les enfants vont à l'école et Catherine travaille dans le village voisin. Bon, en plus de ça, ce qui me surprenait, c'est que la boîte de paille se trouvait bloquée par un tas de bazar, parce qu'on stocke pas mal de choses. Ça avait réussi à passer par-dessus tous les objets qu'il y avait pour me tomber dessus. Un soir, j'étais en train de regarder la télévision, et puis d'un seul coup, je sentais une présence derrière moi, sur une chambre mezzanine. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un. Je me suis retourné, j'ai vu deux ombres. Je pensais que c'était mes enfants. Les enfants, allez-vous coucher. Alors bon, j'aurais dit, bon écoutez les enfants, allez vous coucher, il y a l'école demain, c'est pas l'heure pour regarder la télévision. Et puis bon, j'ai pas prêté attention, je pensais qu'ils étaient prêts à se recoucher. Je me replonge dans le film, et puis au bout d'un quart d'heure, je me retourne, je revois deux ombres. Et là, j'ai décidé de monter directement dans la chambre, et prêt à monter les escaliers, il y a les deux ombres que j'avais perçues, donc je pensais que c'était mes enfants. Tout compte fait, c'était deux genres des silhouettes qui sont carrément teints comme des rideaux. Comme si on tirait sur des rideaux pour les ouvrir. Que se passe-t-il dans cette maison? Quel est ce bruit de pas qui revient chaque soir à la même heure? Et comment expliquer ces ombres qui glissent dans la nuit? Un soir que je m'étais couchée, vers minuit, j'ai remarqué que le poste de télé était allumé. Bon, ça faisait une lumière qui démarrait, c'était pas blanc tout de suite, ça démarrait progressivement. Plus ça allait, plus ça blanchissait, ça durait 10 minutes, un quart d'heure, et après ça se réteignait de la même façon. Et c'est un poste qui n'avait pas d'antenne, qui n'était pas branché et dont il manquait une ampoule dedans. Il y avait une forme gigantesque, enfin la taille d'un homme, mais assez carré. Donc on revoyait bien la tête, les oreilles et la corde. On sent toujours comme un tourbillon de froid à chaque fois qu'il va arriver quelque chose. Et plus ça allait, plus le froid s'amplifiait dans mon dos, comme si en fin de compte, on essayait de m'attirer, qu'il fallait que j'y aille, quoi. Je me sentais attirée. Mais j'appréhendais, quoi, j'avais peur. Maintenant, Catherine a peur de cette maison qu'elle aimait tant. Elle a demandé à son père de venir car elle ne peut plus supporter de rester seule la nuit avec les enfants. Alors, qu'est-ce qui se passe, Catherine? Ben voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai regardé, je dis c'est étonnant, c'est pas possible, c'est incroyable ça. Alors j'étais chez elle, j'ai couché avec elle, dans le canapé, mais juste devant la cheminée. Mais on était gelés. Je dis c'est pas possible, alors on va changer. Je dis viens, papa, on va dans la chambre. Puis dans la chambre, ça sentait le mort. Je dis mais ça sent le mort chez toi. Alors, tu sens cette odeur? Elle me dit tu te crois? Ben je dis oui, ça sent le mort. Et puis quand on rentrait dans la chambre, puis après quand on est rentré dedans, on est allongé, ben ça ne sentait plus. Alors ils ont dû partir. Ben, elle ne disait pas qu'est-ce qui s'est passé, alors j'ai dit à ma fille, c'est incroyable, on dirait que ta maison est hantée. Catherine et Jacques savent maintenant qu'ils n'ont pas imaginé ces événements étranges. Mais comment les arrêter? Depuis quelque temps, les petites, elles aussi, semblent troublées. Qu'est-ce que vous regardez? L'église là-bas.
Catherine repense aux images pieuses qu'elle a trouvées quand ils ont emménagé. Peut-être protégeait-elle la maison. Elle décide avec Jacques d'aller faire bénir des médailles dans la petite église en haut de la colline. Mais l'église est fermée. Peut-être y a-t-il quelqu'un de l'autre côté. Et j'ai ressenti exactement ce que j'ai ressenti en arrivant. Le froid, l'odeur. Je me suis arrêtée, je dis à mon mari, ça vient de là. Il y a quelque chose, il n'y a pas de problème. Je ressens exactement les mêmes trucs qu'à la maison. Ça vient d'ici. Un froid intense, que l'impression que ça rentre à l'intérieur carrément. Et cette odeur de mort, pareil. Et la pierre était déplacée. Et ça donnait, on voyait ma maison du cimetière, ça donnait carrément dans l'axe de la maison. Catherine n'ose plus rester seule chez elle. Sa sœur est venue lui tenir compagnie pour quelques jours. Et les choses semblent s'être calmées. Mais un soir, soudain, la petite Lucie est prise d'une crise de violence inouïe. Lucie! Lucie! Lucie semble avoir une force surhumaine. Catherine n'arrive pas à se dégager. Et c'est alors que la fillette se précipite vers la table de la cuisine. Les yeux de Lucie sont exorbités. Laisse-moi tranquille. Catherine est comme paralysée par la peur. La fillette est déchaînée. Non. Ma fille changeait de voix quand elle m'a dit « laisse-moi tranquille ». Elle avait les dents serrées et elle me tenait au cou et c'était pas du tout sa voix. Donc là-dessus, ma sœur s'est mise à crier après elle aussi. Et elle a été toute étonnée, elle s'est mise à regarder ma sœur et ça s'est arrêté d'un coup. Et les yeux ont repris leur forme normale 4-5 heures après ça, quoi. J'ai été un mois à peu près, un mois et demi, sans accepter que ma fille me touche. Jacques, lui, n'arrive pas à oublier la tombe qu'ils ont découverte dans le cimetière de l'église. Il décide d'y retourner seul. De nouveau, ce froid inexplicable, cette odeur nauséabonde, et soudain... Je crois que c'est là que j'ai eu la plus belle peur de ma vie. J'ai entendu la plaque se refermer et traîner. Elle se refermait elle-même. Et là, je vous jure que je n'ai pas cherché. C'est comme dire, j'ai attrapé les jambes par mon cou et puis je suis parti. Et j'ai juré de jamais remettre les pieds. J'y suis jamais retourné. Hein. C'est la nuit que Catherine a toujours le plus peur. Quand Jacques est au travail et que les enfants dorment. Elle n'arrive plus à trouver le sommeil. Le soir, ça c'est un soir qui m'aura fait le plus peur de tout ce qui s'est passé. Ça c'est un truc que j'arriverai jamais à oublier. J'ai senti le froid arriver, mais ça m'a carrément rentré à l'intérieur, comme si ça me glaçait des pieds à la tête, mais tout à l'intérieur. J'ai senti ma respiration qui s'accélérait, et je me suis vue, c'est bizarre à dire, je me suis vue monter jusqu'à la hauteur de l'armoire, mais je ne montais pas. Moi, j'étais sur le lit puisque je sentais le lit sous moi, mais c'était on peut appeler mon double, mais en blanc, transparent. Et quand cette ombre blanche, donc moi, est revenue dans moi-même, j'ai eu un manque de respiration, comme si on suffoque quand on met une tête dans l'eau. Et hop, on m'a reposée et ça a été terminé. Oui, bien sûr, monsieur Royer. Catherine a entendu dire qu'on pouvait exorciser les maisons. Elle décide d'appeler un spécialiste et lui raconte tous les événements depuis le début. L'exorciste en conclut qu'il faut commencer par se rendre au cimetière. Pour moi, on a toujours affaire à des revenants, des esprits revenants. Car je sais que le mal n'existe pas, la sorcellerie n'existe pas. Je me suis toujours, de mon départ, depuis 25 ans que je fais mon métier, j'ai conclu que ça n'était qu'à chaque fois que des esprits. Ce qu'il y a, c'est que j'ai voulu essayer de rester en dialogue, et je n'ai rien pu faire, ils m'ont fui, ils sont partis. C'est seul que l'exorciste accomplira son rituel pour que tout rentre dans l'ordre. On
pour l'instant, il n'y a plus rien. C'est calme, il n'y a plus les bruits de pas, il n'y a plus rien du tout. Et j'espère que ça va continuer. Depuis ce jour, il ne se passe plus rien d'inquiétant dans la maison. Les pas ne se font plus entendre, le froid a disparu et tout semble normal à nouveau. Mais Jacques et Catherine ne sont toujours pas vraiment rassurés. Comment expliquer ce qui s'est passé? Et comment être sûr que cela n'arrivera plus jamais? Bien, ce court-métrage vous a donc raconté ce qui s'est passé pendant plus de 2 ans chez les Laval. Et je vous rappelle que s'il s'agit d'un court-métrage qui est une reconstitution, dans quelques instants, vous verrez un document, un reportage tout à fait extraordinaire tourné il y a quelques jours en Belgique. Avec nous donc le professeur Jean Dierkens, qui est professeur de psychologie à l'université de Mons et de Bruxelles, et puis monseigneur Patrick Meurant de l'église catholique gallicane de Fleurus, qui a eu à pratiquer récemment un exorcisme, on y reviendra. Je voudrais d'abord m'adresser aux psychologues, aux professeurs de psychologie. Ce que nous venons de voir vous semble, si tant est qu'on puisse employer ce mot-là, logique? Ce n'est sûrement pas logique dans le sens habituel de notre culture, mais je pense qu'il faut voir plusieurs choses ici et d'une manière rapide. Disons qu'il y a des objets qui se déplacent. Dans ce qu'on vient de voir, on a le sentiment qu'on dépasse ce stade et qu'il y a vraiment, je dirais, une réalité quasiment démoniaque qui existe dans cette maison. Moi, je ne le dirais pas démoniaque, mais une réalité autre, c'est sûr. Ça ne dépend pas des sujets. Est-ce que l'on peut dire, pour parler simplement, que tous les phénomènes que nous venons de voir sont tous, à votre avis, provoqués par l'un des membres de la famille? Provoqués, non. Mais peut-être bien qu'il n'existe que parce qu'il y a quelqu'un qui donne l'énergie possible. Sans doute que si la maison avait été tout à fait vide, il ne se serait rien passé. Mais ces formes qui apparaissent? Alors ces formes ne dépendent pas des personnes elles-mêmes, elles dépendent, on va dire, certaines théories vont dire, de la légende de la maison, c'est-à-dire de ce qui est resté dans la maison. D'autres vont parler, comme vous l'avez entendu, de défunts ou d'âmes de défunts. Ça pourrait être éventuellement dépendant des personnes, mais si ça dépend des personnes, alors les entités qui sont visibles sont reconnaissables par les personnes, ont un lien. Or ici, il n'y a pas de lien avec les personnes, c'est plus un lien avec le lieu. Et c'est pour ça qu'on parlerait plus, dans ce cas-ci, d'une maison hantée que d'un cas simple de poltergeist. D'accord, mais il y a quand même un épisode, et là je m'adresse autant à vous, professeur, qu'à Monseigneur. Il y a quand même un épisode qui ressemble fort à un épisode de possession diabolique, quand la petite fille agresse sa mère. Monseigneur? Moi, à mon avis, c'est... Bon, à chaud comme ça en voyant, parce qu'il faut quand même le dossier pour l'étudier, mais à mon avis, ici, c'est un message, une entité qui essaie de passer un message. Parce qu'on voit que l'exorcisme, bon, et ce que j'ai vu, l'exorcisme n'est pas réalisé. Donc, entité, dit Monseigneur. Oui. Entité, dit le professeur de psychologie. Je ne suis pas du tout contre, dans la mesure où cette entité, où cette approche spiritualiste est vue avec raison, avec rigueur, avec froid, avec toute l'approche scientifique nécessaire. Pourquoi ne prendre que l'hypothèse matérialiste quand il y a une autre qui peut exister, dans la mesure où elle est abordée les yeux ouverts? Et je crois qu'ici, en effet, c'est plus de l'ordre d'une entité défunte, et je suis tout à fait d'accord avec l'approche qui est une approche calmante, pacificatrice, et je ne vois pas du tout un aspect démoniaque. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont désagréables et méchants, et s'il y a quelque chose qui nous survit après notre mort physique, je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui était désagréable et méchant deviendrait brusquement bon après, ou quelqu'un qui avait peur, brusquement n'aurait plus peur après. Donc, très souvent, c'est un état d'incertitude, d'agressivité, d'angoisse, et donc en parlant, il y a moyen d'arranger. Bien. Si vous êtes là tous les deux, venus de votre Belgique, ça n'est pas pour parler plus longuement de ce qui s'est passé chez les Laval, c'est pour parler de phénomènes tout aussi étranges que vous avez eu à connaître tous les deux très récemment. C'était le mois dernier, début de l'année 93, à Watripon, très exactement. Alors là, je vous demande toute votre attention. Le document que vous allez voir, car il faut bien appeler ça un document, est un reportage, un enregistrement tout à fait exceptionnel. Monseigneur Patrick Meurant, le professeur Jean Dierkens ont été appelés dans cette maison de Watripon où il se passait
des choses assez effrayantes. Et Monseigneur Patrick Meurant a jugé utile de pratiquer un exorcisme. C'est très, très rare. Et seules les caméras de mystère ont pu filmer cet événement. C'est un événement d'ailleurs qui a duré très, très longtemps. Mais voici en quelque sorte le résumé de ce qui s'est passé à Vatripon. Je dépose tout ce qui ne va pas dans mes mains, que ce soit démoniaque ou autre, que ce soit des tracas, que ce soit des soucis, que ce soit n'importe quel problème. Dans ton esprit, tu déposes tout dans mes mains. Pour combattre cet abominable et maudit dragon, de peur qu'il n'en vienne à mépriser ceux qui mettent en vous leur confiance. Que cet évangile efface tous nos péchés. Lecture du Saint-Évangile selon Saint Luc. Gloire à vous, Seigneur. Tous vos apôtres d'écraser sur le talon les serpents et les scorpions, qui parmi bien d'autres paroles admirables avaient daigné nous enseigner celle-ci. Ainsi que toute entreprise de l'ennemi, toute illusion, toute légion, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, a écrasé sous son pied le lion et le dragon, de sortir de cet homme, Éric, ici présent, et du Fils, et du Saint-Esprit, de la Sainte Croix. Il ose me regarder dans les yeux. Non. Il n'ose pas me regarder dans les yeux. Il a prononcé son nom en mourant. En mourant, il a prononcé... Tout en fondant. Tout en fondant, il a prononcé son nom. C'est un document absolument, je dirais non seulement impressionnant, mais presque effrayant, Monseigneur. Oui. Et je pense que les téléspectateurs de Mystère ont remarqué l'heure qui s'inscrivait en bas à droite. Tout à fait. C'est une séance d'exorcisme qui a duré près de 6 heures. Exactement. Une des séances. Une seule? Vous avez dû en pratiquer plusieurs? Une séance, oui, tout à fait. Il y a eu 3 séances d'exorcisme sur une semaine. Et pourquoi 3 séances? À chaque fois, on avait quelque chose de différent et les cris se recommençaient. Alors on nous téléphonait d'urgence à l'évêché et chaque fois on y allait avec beaucoup de problèmes de véhicule. Vous pratiquez souvent des exorcismes? Par année. Pour donner une idée, par diocèse, on peut dire qu'il y a 15 sujets de ce genre-là. Par diocèse. Professeur, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vient de voir? C'est un peu délicat pour moi d'en parler, mais je vais tout de même en parler. Le fait qu'Éric crie de cette manière-là, disons, ne m'impressionne pas d'une manière particulière, parce que, non, excusez-moi, mais mon métier de psychiatre m'a amené à voir des gens qui ne sont nullement possédés. Qui sont des hystériques, par exemple. Par exemple, ou d'autres qui ont parfois des crises. Alors, est-ce que vous notez là une différence avec une crise d'hystérie? Je ne peux pas dire dans ce cas-ci. La différence serait dans la qualité de l'information qui est donnée par le sujet. Parce que l'hystérique ou la personne qui fait un accès pathologique ne peut émettre et donner que des choses qui viennent de lui. Tandis qu'ici, est-ce qu'il y a des informations autres, nouvelles qui arrivent? Donc ça, c'est une chose. Monseigneur, oui. Est-ce que Éric, à votre avis, était véritablement possédé par le démon? Mais nous avons donc la première information, on a eu un nom, il nous a donné un nom de démon qui s'est confirmé. Nous l'avons trouvé dans le dictionnaire infernal. Donc, est-ce qu'il le connaissait, est-ce qu'il ne le connaissait pas? Ce démon-là, nous l'avons retrouvé dans le dictionnaire infernal. Maintenant, les 3 autres noms sont en étude, parce qu'on ne sait pas si c'est démoniaque ou si c'est... Ça veut dire qu'il était possédé par plusieurs démons, selon vous? Oui. D'où la nécessité de pratiquer plusieurs exorcismes, alors. Il nous a donné 4 noms. 4 noms différents qui sont à l'étude maintenant qu'on cherche. Il y en a un qu'on a trouvé, mais il y en a 3 qu'on recherche et qu'on essaye de trouver pour voir si c'est une entité ou si c'est un esprit démoniaque ou un démon. Olivier Larac, notre collaborateur que vous avez vu sur place, Monseigneur, nous a appris qu'avant la venue des autorités ecclésiastiques et de vous-même dans cette maison, il se passait d'autres phénomènes, des phénomènes de poltergeist, d'objets qui volaient, qui semblaient d'ailleurs curieusement s'en prendre surtout à Éric. Et ces phénomènes, nous disait Olivier Larac, ont cessé à partir du moment où vous, Monseigneur, vous vous êtes intéressé au cas d'Éric. Oui, tout à fait. Pourquoi? Tout à fait. C'est difficile à répondre, mais il est vrai que, à partir du moment qu'on bénit la chambre et qu'on bénit la maison, les phénomènes de poltergeist s'arrêtent. On avait toujours difficile à avoir accès à Éric. Et à partir du moment où on commence la prière sur Éric, la crise démarre.
Et là, nous devons continuer. Comme si votre simple présence avait triomphé des poltergeists, parce que c'était un obstacle plus facile, en quelque sorte. Disons que c'est pas l'homme d'église qui triomphe. C'est toujours Dieu qui triomphe avant toute chose. C'est pas nous. Nous passons par son intermédiaire. Professeur. Il faut rester... Bien, c'est une explication et je la respecte, mais il y a d'autres cas où le poltergeist, aussi intense que chez Eric, il y avait des armoires qui se déplaçaient, c'était un gros poltergeist, où ce poltergeist se termine parce que un homme du métier, un médecin psychiatre, psychologue ouvert, ne le considère pas du tout comme pathologique, mais au contraire voit les choses d'une manière plus simple. C'est une sorte de psychothérapie par la détente. Et les faits alors disparaissent. Aujourd'hui, Eric va bien? Aujourd'hui, Eric va bien. Maintenant, c'est vrai, là, je suis d'accord avec le docteur Dierkens. C'est vrai que la méthode de l'exorcisme est brutale parce que, quand même, malgré tout, il a une petite dépression nerveuse. Mais on voit que pour vous aussi, c'est une épreuve physique. C'est une épreuve physique très forte et psychique. On en souffre toujours un peu. Mais c'est là que je suis d'accord. C'est là que j'admire, c'est que l'Église et la science, en travaillant ensemble, c'est une grande victoire. Est-ce que ça peut recommencer? Là, je crois que là, l'Église doit tenir une réserve. Oui, ça pourrait recommencer, bien sûr. Alors, est-ce qu'à votre avis, tous les deux, le fait qu'ils soient croyants est à mettre en rapport avec les phénomènes démoniaques dont il a été la victime? Alors moi je crois qu'ici il faut voir qu'il y a peut-être de nombreux facteurs qui interviennent. Il y a peut-être la religiosité, il y a sûrement la tension énorme d'Eric qui a subi une fracture du crâne il y a 4 ans et qui tourne en rond parce qu'il n'a plus pu trouver de travail. Cela intervient aussi. Il y a aussi toute la famille d'accueil. Il y a peut-être la maison qui intervient parce que cela n'existe pas chez Eric ailleurs que dans cette maison-là, de telle sorte qu'il y a tout un ensemble de paramètres et en tant qu'homme de science, moi j'aime bien voir tous les paramètres, y compris peut-être des ondes telluriques, qui sait, plutôt que de ne voir qu'une seule explication. Que vous allez continuer à étudier. Voilà. Je crois que c'est intéressant de continuer à l'étudier parce que ce que le docteur dit, c'est vrai, c'était un terrain favorable. Monseigneur, merci. Professeur, merci. Je vous propose maintenant de suivre l'histoire de Jacques Brossier. Jacques Brossier fait partie de ceux que l'on peut véritablement appeler des rescapés. Chirurgien dentiste, la médecine l'avait condamné. Mais autant que sa guérison, c'est son parcours avec tous ceux qui l'ont aidé. C'est le chemin qu'il a choisi pour cette guérison qui constitue un vrai mystère. Auprès de celles et ceux entre les mains desquels il a remis son sort, il y a en tout cas beaucoup à apprendre. Quelle est cette force, cette énergie extraordinaire, l'énergie de la prière dont on dit qu'elle peut parvenir à guérir? Il y a plus de 30 ans, Maggie Lebrun a créé les groupes de prière et d'accompagnement. Leur but, aider les malades à guérir ou à partir. Plusieurs fois par mois, des gens de bonne volonté se rassemblent et prient pour la guérison des malades. Les malades parfois atteints de maladies incurables sont là et reçoivent l'énergie positive de ceux qui prient pour eux. Ce sont des magnétiseurs, parfois des médecins, qui canalisent sur eux cette énergie de prière. Le résultat est certaines fois inespéré. Jacques Brossier a vécu cette expérience inexplicable. Je ne savais pas du tout, quand Jacques Brossier rentre au groupe, si ce serait un accompagnement vers la guérison ou un accompagnement vers le départ, pour l'autre rive. Il était très malade. Je sais que j'ai eu, quand je l'ai vu, j'aime pas beaucoup ce mot, mais j'ai eu une très grande compassion. J'ai eu un élan de pitié, je me suis dit, mon Dieu, un homme si jeune, si malade. J'ai pensé aux 2 petits qui étaient encore plus petits, à sa jeune femme, mais c'est un réflexe que j'ai presque toujours devant les gros malades, surtout lorsqu'ils sont jeunes. 4 ans plus tôt, en 1976, Jacques a 33 ans. Il a 2 enfants, Ingrid et Christophe, et il est marié avec Nathalie qu'il adore depuis presque 10 ans. Ils habitent Grenoble. Jacques est heureux et mène une vie trépidante. Entre le footing, son travail, les enfants et la maison qu'il vient de faire construire, il n'a pas beaucoup de temps pour souffler. Mais Jacques est d'un tempérament volontaire et énergique. Il veut arriver à tout faire. Pourtant, son travail ne lui laisse pas beaucoup de loisirs. Il est chirurgien dentiste.
Depuis quelque temps, Jacques a de petits problèmes de santé qu'il croit sans importance. D'ailleurs, il a complètement oublié qu'il doit faire dans la journée des examens supplémentaires. Un rendez-vous pour cet après-midi. Ah oui, vous avez raison. Très bien, j'y serai. Victoire, vous annulerez Madame Tribaudot. J'ai rendez-vous à l'hôpital cet après-midi. Merci. Après avoir fait ses analyses, Jacques rentre chez lui. Il n'est pas inquiet. Tout va tellement bien dans sa vie. Il a vraiment beaucoup de chance. Ses enfants sont adorables. Il est toujours aussi amoureux de sa femme et dans sa vie professionnelle, il a accompli ce qu'il espérait. Son cabinet dentaire commence à être considéré comme un des meilleurs de Grenoble. Jacques, tu peux répondre au téléphone, mon chéri? Oui. Tu finis pas ton yaourt, un peu? Non. Maman, on peut aller jouer? Ouais, juste un petit quart d'heure, parce que je vous connais, hein. Je te fais confiance. Allez, doudou. Qui c'était? C'est le docteur. Il a reçu les examens? Oui, et c'est pas brillant. Il va falloir qu'on m'opère. Qu'on t'opère? J'ai un début de cancer, Nathalie. Début de cancer? C'est pas grave. Non, ça, c'est pas grave. Quand ce genre d'épreuve vous tombe comme ça du ciel, la vie n'a plus le même sens qu'elle avait 5 minutes auparavant, quoi. C'est-à-dire, auparavant, vous étiez soucieuse de ce que vous alliez préparer comme repas à midi, d'aller chercher vos enfants à l'école, etc. Et tout d'un coup, ça n'a plus rien à voir, quoi. Tout d'un coup, on tourne une page et on sait qu'il va falloir se battre pour la vie, contre la mort, quoi. On bascule dans un autre monde. L'intervention de Jacques s'est bien passée, mais il doit rester encore quelque temps à l'hôpital. Nathalie, qui est restée seule, doit s'occuper de tout. Qu'est-ce que t'as oublié encore? Dépêche-toi. Allez, allez vite, allez. L'image de mes enfants pendant cette période-là, j'en ai plus aucun souvenir. Je ne sais pas comment ils ont grandi pendant 3 ans, ce qu'ils ont fait, comment ma fille a appris à lire. Tout ça, c'est entre parenthèses. Je me souviens, on partait à l'hôpital et puis on revenait des fois, c'était tard le soir, ils s'étaient débrouillés, ils avaient mangé. Ils avaient fait cuire un œuf, les voisins étaient venus et ils avaient prêté main forte. Et puis voilà, les enfants, je ne sais pas, c'est entre parenthèses, c'était pas mon souci du moment. Le souci du moment, c'était l'hôpital et puis aider Jacques à s'en sortir. Après son opération, Jacques va devoir subir un traitement de chimiothérapie et tous les matins, il doit aussi se rendre à l'hôpital pour ses séances de rayons. Mais après, comme il est toujours aussi volontaire et courageux, il se rend à son travail comme si de rien n'était. Bon courage. Quel tour maintenant? Mademoiselle Segret. Mademoiselle Segret, c'est à vous. Vos analyses et vos radios. Enfin, au bout de quelques temps, les médecins lui disent qu'il est apparemment guéri. Quoi qu'il en soit, il faudra nous revoir tous les 6 mois. On fera une prise de sang pour les marqueurs tumoraux, bilan hépatique, une radio du poumon. Je suis content pour vous. Qu'est-ce que c'est? Je sors de l'hôpital. Le cauchemar est fini, mon ami. Ce que je vous avais demandé, c'était une ouverture ici, mais en laissant 1 mètre de hauteur. Rassuré et heureux, Jacques reprend la vie active qu'il avait auparavant. Il peut enfin refaire des projets et regarder vers l'avenir. Il décide de faire des travaux dans la maison, de la transformer, de l'agrandir. La vie recommence vraiment car il se sent guéri. Tout reprend comme avant. Le travail, le plaisir d'aller parfois chercher les enfants à l'école avec Nathalie et le sport, évidemment.
79 au printemps, au moment le 1er mai exactement. Et ce jour-là, j'avais ressenti un coup de poignard au niveau des côtes. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui t'arrive? Bon, je connais l'homéopathie, j'ai trouvé le bon remède et j'ai plus mal du tout. J'en ai parlé à l'hôpital au mois de juin, au moment de la convocation, qui était là pour faire des radios. Je l'ai signalé. Puis bon, comme c'était pas à ce moment-là qu'on devait faire les radios, on devait simplement avoir l'examen clinique, on n'a pas fait de radio pour vérifier. On fait confiance aussi aux médecins, donc on dit, si eux ne sont pas inquiets, nous non plus. Et en fait, je crois que c'est une erreur parce que notre vie, notre bonne santé, c'est notre entière responsabilité. Pris dans le tourbillon de sa vie, Jacques oublie vite cette alerte. Pourtant, il ne peut s'empêcher de remarquer qu'il est de plus en plus essoufflé. Et cela après le moindre effort. Pour lui qui est sportif, c'est étrange et inquiétant. Quelque temps plus tard, en décembre 1979, lors des radios de contrôle habituels, Jacques apprend cette terrible nouvelle. Son cancer a récidivé. Mais cette fois, c'est très grave. Jacques a une tumeur à chaque poumon. Il faut opérer et suivre ensuite pendant plusieurs années un traitement long, difficile et très éprouvant. Le choc est tel que Jacques n'arrive même pas à réaliser. C'est la mort qui rôde. C'est la guerre. Il va falloir se battre. C'est terriblement injuste. Surtout à ce moment précis, car c'est Noël. Et les médecins lui ont imposé de rentrer à l'hôpital le soir même pour l'opérer d'urgence. Jacques est submergé par le chagrin. Il ne se sent plus la force de lutter. Il va falloir l'annoncer à Nathalie, expliquer aux enfants. Comment faire pour les préserver? Ils sont si petits. Ils ont besoin de lui. Il va falloir trouver le courage de guérir. Tu fais tout le tour en bleu? Il n'y a pas de rouge. Ah si, tiens. La guérande rouge. Une des deux, puis tu mets la petite aussi si tu veux. Moi je mets le petit. D'accord. Il y en a là-bas si tu veux. Jacques, qu'est-ce qui se passe? Le soir où Jacques est rentré à l'hôpital pour être opéré le 25 décembre, j'ai ressenti une immense injustice parce que je trouvais que c'était pas normal. Noël, c'est la fête de la joie, c'est la fête des enfants. Et moi, j'étais profondément blessée, j'étais triste. Et je savais qu'on rentrait dans un cauchemar qui allait durer 2 ans. D'ailleurs, je lui disais, j'aimerais m'endormir pendant 2 ans et me réveiller 2 ans après. Je vais ramener les enfants à la maison. Je veux pas qu'ils gardent le souvenir de ce Noël. D'accord? Oui. Tu ne passes pas Noël avec nous, papa? Si, petit bonhomme. Si. L'opération de Jacques est passée, mais il va rester longtemps à l'hôpital. Les traitements sont très durs. Il peut à peine marcher, il ne peut que lire. Une amie de Nathalie lui porte régulièrement des livres sur la spiritualité et la réincarnation. Elle leur parle aussi des groupes de Maggie Lebrun. Au bout d'1 an d'enfer, et comme les traitements doivent durer au moins 1 année encore, Jacques, qui n'en peut plus, prend une décision extrêmement risquée. Quand Jacques a décidé d'arrêter l'hôpital, j'aurais pas aimé être à sa place. Parce que je trouve que c'est une responsabilité immense que de tourner le dos à tout la médecine officielle et tout ce que ça représente. Je me disais, si on se trompe, comment est-ce que ça va faire? Et heureusement que c'est pas moi qui dois prendre la décision. Heureusement que ce n'est pas un enfant et que je suis pas sa mère, parce que c'est une responsabilité énorme, quoi.
Et c'est une question de vie ou de mort. D'ailleurs, le médecin à l'hôpital nous disait, lui avait dit, mais vous signez votre acte de mort. En quittant l'hôpital, vous signez votre acte de mort. C'était ma décision, c'était ce que j'avais envie de faire. Quitte à éventuellement passer l'arme à gauche et partir de l'autre côté, j'avais pas envie de subir ce que j'avais déjà subi une première fois. Un jour, la femme de Jacques Brossier m'a téléphoné en me disant « Voilà, j'ai appris que vous aviez un groupe de prière et d'accompagnement. Mon mari va très mal. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose ?» Il est certain que lorsque des centaines de personnes prient pour un être humain, j'espère toujours que cette prière l'aidera. Il m'est arrivé d'avoir des guérisons de gros malades que j'ai obtenues une fois et que je n'ai plus jamais, que nous avons obtenues une fois, que nous n'avons plus jamais obtenues. Est-ce nous qui les avons obtenues ou pas? Vous voyez, je crois qu'il faut avoir une grande humilité dans ce domaine. Il faut être au service. Il faut être un instrument de Dieu au service. Profitant d'un des rares moments où Jacques se sent mieux, Nathalie l'emmène à une réunion de prière de Maggie Lebrun. On ne lui a rien promis, sauf de l'aider et de prier pour lui. Cette découverte que des gens que je ne connaissais pas, vraiment que je ne connaissais pas, pouvaient être là simplement pour m'aider, m'entourer et m'apporter leur présence et leur force et leur amour, c'était vraiment quelque chose que je n'imaginais pas. Et pourtant, j'étais catholique pratiquant, on va à la messe, on fait ceci, on fait cela, mais j'avais jamais ressenti ça. Jamais, jamais à ce point. Pendant plusieurs mois, Jacques va aller aux réunions de prière avec sa femme et ses enfants. Quand je priais pour mon père, j'avais ce petit refrain qui était le mien et qui était celui de fait que mon papa guérisse, qu'il soit plus malade, qu'il devienne comme avant, en bonne santé. Mais je le disais pas avec ma voix, je le disais avec mon cœur. Ça permettait d'avoir à mes yeux plus d'influence et plus d'importance. Les prières s'effectuent dans un silence total, car toutes les religions sont représentées. Chacun prie selon sa religion. Et ceux qui ne croient pas en Dieu ont des pensées positives pour les malades. Jacques retrouve peu à peu ses forces et reprend goût à la vie. Au bout d'un an, les examens effectués à l'hôpital montreront une guérison totale et définitive du cancer de Jacques. J'ai pensé à un moment que je pouvais mourir. Mais du moment où je me battais, pour moi, c'était normal que je guérisse. Je crois que la prière aide le patient à surmonter sa maladie, lui donne une meilleure qualité de vie et lui permet d'appréhender beaucoup mieux l'avenir. C'est en ça, et en cela seulement, que, pour ma part, je considère que la prière aide le patient. Mais en aucun cas, on ne peut recommander à quelqu'un de traiter son cancer par la prière seule. Les groupes de Maggie Lebrun sont aujourd'hui représentés dans le monde entier. Et depuis plus de 20 ans, elle a instauré cette loi merveilleuse. Tous les jours, à 20h30, tous ceux qui font partie des groupes, où qu'ils soient et quoi qu'ils fassent, se recueillent et prient pour la guérison des malades et pour ceux qui souffrent. Et comme il est toujours 20h30 quelque part, on peut imaginer qu'en permanence, des gens s'arrêtent un instant pour donner un peu de leur temps et beaucoup d'énergie au bien des autres. Et continuellement, des millions de gens se branchent sur cette immense fréquence pour lui apporter la force de leur amour. 15 ans après sa maladie, Jacques Brossier et sa famille restent fidèles au groupe de prière. À son tour, Jacques prie pour la guérison des autres. Mais il ne sait toujours pas ce qui l'a guéri. Est-ce une rémission de la maladie ou l'énergie de la prière multipliée et canalisée qui aurait ce pouvoir extraordinaire? Jacques Brossier, difficile de revivre ces longues épreuves? Difficile, oui et non. Difficile dans la mesure où je n'avais pas vu le témoignage de mon fils qui m'a beaucoup touché. L'énergie de la prière canalisée et multipliée, c'est une explication que vous partagez? Oui, parce qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'on ressent quand on est dans cette atmosphère de prière. Déjà, dans un premier temps, quand j'étais chez Maggie seul, là, j'avais l'impression de faire quelque chose que je ne comprenais pas. Et après, quand j'ai été en groupe, là, vraiment, il y a quelque chose qui se passe, comment dire, un choc. Ça dépasse sa propre personne, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du ressenti de l'évanescence, c'est quelque chose qui se comprend pas, mais que je ressens. Vous avez caché à Maggie Lebrun que vous aviez arrêté votre traitement médical? Non, je ne l'ai pas caché, pas du tout.
Je l'ai pas caché dans la mesure où, quand j'ai été la rencontrer pour la première fois, il y avait des médecins qui étaient chez elle, avec qui j'ai pris contact. Et avant de prendre ma décision de quitter l'hôpital, j'avais pris d'autres sécurités, entre guillemets, comme un parachute. J'ai continué un traitement qui n'était pas celui de l'hôpital, mais j'avais un autre traitement médical en même temps que j'étais suivi par Maggie. Vous venez de nous expliquer que vous étiez prêt à mourir plutôt que de subir tout ce que vous aviez déjà subi. Et pourtant, dès que vous êtes entré dans le groupe de prière de Maggie, vous étiez persuadé que vous vous en sortiriez. En disant comme ça, c'est un petit peu raccourci, mais en gros, c'est vrai. Maggie, oui, approchez votre micro. Et vous l'avez dit ou vous l'avez pas dit alors qu'il a arrêté son traitement médical? Je l'ai appris beaucoup plus tard. Lorsque Madame Brossier m'a téléphoné, elle m'a dit qu'est-ce que je fais. Je lui ai dit, dans notre association, nous n'acceptons que des malades suivis par des médecins. Alors je lui ai dit, est-ce qu'il est suivi par des médecins? Elle m'a dit oui. Et j'ai pas réalisé que c'était un traitement de l'hôpital interrompu. Vous réprouvez donc ceux qui se prétendent guérisseurs et qui demandent à leurs clients, entre guillemets, d'arrêter la médecine dite officielle. Écoutez, la maladie de Jacques est peut-être quelque chose d'exceptionnel, mais je peux vous affirmer que j'ai vu beaucoup de gros cancéreux traités par le traitement du cancer officiel, chimiothérapie, rayons, etc., que nous avons aidés et qui ont été totalement guéris. Et nous avons énormément de très gros malades, et souvent des malades en phase finale. Eh bien, ce serait criminel d'arrêter un traitement médical. Donc je vérifie toujours, mais là je crois qu'il y a eu une incompréhension qui a fait que je n'ai pas réalisé sur le moment. Je l'ai su beaucoup plus tard. Comment expliquez-vous, Maggie, qu'aussi facilement, semble-t-il, et en si grand nombre, des médecins vous aient rejoint et reconnu? Ce sont des notables et ce sont des gens qui sont réputés très très méfiants à l'égard de toute démarche thérapeutique parallèle. Je crois que les médecins ont bien raison d'être méfiants. Parce qu'il y a énormément de gens qui, parce qu'un voyant ou un guérisseur leur a dit qu'ils avaient un don, ils se mettent à traiter des gens sans aucune connaissance, sans aucune prudence et très imbus d'eux-mêmes. Et je trouve que ça, c'est criminel. Donc, il faut tout de même rester les pieds sur la terre. Alors, premièrement, d'abord un traitement médical, et ensuite, bien sûr, je crois à l'effet de la prière en commun. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Je pense. Combien êtes-vous dans le monde aujourd'hui à prier à la même heure? Je ne peux pas dire le nombre, mais certainement plusieurs millions maintenant. Parce que le mouvement s'est étendu dans plusieurs continents. Et j'espère que ça s'étendra encore, parce que c'est un mouvement d'aide et de fraternité qui n'est pas basé sur une religion. Et complètement œcuménique, oui. Complètement œcuménique. Il y a parmi nous des gens qui ne croient en rien, et nous n'enseignons rien. Notre devoir est de respecter le malade dans tout ce qu'il croit ou dans tout ce qu'il est. Quelle est l'attitude de l'Église à l'égard de vos groupes de prière? Est-ce qu'elle n'a jamais été tentée de vous considérer comme une secte? Si, bien sûr, au début. Et je trouve aussi que c'est un peu normal. Parce qu'il y a beaucoup d'associations qui sont des sectes et qui font énormément de mal. Alors, j'ai trouvé ça un peu normal, vous voyez. Mais je crois que maintenant, les choses sont... Nous avons été classés non-sectes officiellement par l'Église et je n'ai plus de problème depuis. Beaucoup de docteurs vous ont rejoint. L'un d'entre eux est parmi nous, docteur Garcia. Comment vous avez rejoint Maggie et les groupes de prière de Maggie? Comment ça s'est passé? Il y a une longue démarche personnelle avant d'en arriver là, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, adhérer à cette forme de pensée. Mais quels sont les événements qui ont déclenché cette adhésion? C'est une rencontre à partir de ma mère qui connaissait déjà Maggie, et j'étais amené à la rencontrer. Et c'est vrai que Maggie aussi souhaite qu'il y ait des médecins qui participent à ces groupes, et elle avait même fait des réunions pour que les médecins puissent s'intégrer et voir ce qui se passe. Votre clientèle habituelle sait que vous faites partie des groupes de prière de Maggie? Pas tous, non, pas tous. Vous avez peur que ça vous pose des problèmes? Non, parce que je crois que c'est une forme d'exercer, et puis chacun, je crois qu'il y a de nombreux médecins qui exercent avec leur cœur et qui font la même chose sans le savoir. Geneviève Delpech est avec nous, autant le dire tout de suite. Geneviève Delpech est l'épouse de Michel Delpech, le chanteur. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, Geneviève Delpech, à vous brancher sur cette fréquence, comme le dit très très bien le commentaire du court-métrage que nous avons vu?
En ce qui me concerne, en tous les cas, c'est la foi au départ. Et ensuite, le livre de Maggie, Médecin du ciel, médecin de la terre, que j'ai lu un soir, qu'on m'avait prêté. Et je l'ai lu d'un trait. Et ce livre a changé ma vie. Donc Maggie a changé ma vie. À la suite de la lecture de ce livre, j'ai écrit à Maggie. Je suis rentrée en contact avec elle et tout ce qui me semblait dans ma vie superficielle, etc., n'a plus de sens tout d'un coup. Et je me suis tournée tout naturellement vers la prière et vers l'aide aux malades. Et je dirais que tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai vu m'a paru raisonnablement vrai. Et j'ai cru tout ce qu'elle disait, tout ce qu'elle enseignait. Voilà. Maggie, vous expliquez votre mission. Vous expliquez aussi que pendant plus de 25 ans ou 25 ans, vous avez dû garder le silence. Vous êtes sorti de ce silence avec ce livre, Médecin du ciel, médecin de la terre. Vous êtes là ce soir. Quelle est la prochaine étape maintenant? Quelle est votre préoccupation principale? Est-ce que votre réflexion, votre travail évolue? Quelle est la priorité aujourd'hui? Aujourd'hui, si je pouvais choisir, la priorité serait m'occuper exclusivement d'accompagnement de gros malades. Parce que dans nos pays, il y a une maladie très grave qui existe, c'est la solitude. Alors lorsqu'un malade a autour de lui une famille ou une communauté, religieuse ou non, c'est mieux. Mais il y a énormément de solitude. Et ça, c'est quelque chose de terrible, la solitude. D'autre part, nous avons créé une association avec le professeur Sanoko, qui est un professeur de pédiatrie, qui s'appelle Nos enfants de lumière. Michel Delpech, d'ailleurs, et ses musiciens ont repris cette chanson qui est magnifique. Et c'est une association pour faire rencontrer et aider les parents qui ont perdu un enfant. Et ce sont 3 médecins qui ont perdu tous les 3 leurs enfants qui sont à la tête. Alors vous voyez, la preuve que nos associations sont vraiment neutres au point de vue religion ou au point de vue couleur de peau, par exemple, c'est que le vice-président du groupe le plus important de Grenoble est juif et le professeur Sanoko est musulman. Merci Maggie, merci Geneviève Delpech. Bonsoir. Merci messieurs. Bien, avant de poursuivre la suite de cette émission Mystère, j'ai quelque chose de très important à vous demander. Vous vous souvenez certainement d'Anne-Marie Lyonnais. Nous avons raconté dans une précédente émission de Mystère son extraordinaire aventure. Anne-Marie Lyonnais, c'est cette femme qui, au-delà de la mort, avait pu, par l'intermédiaire d'un médium, nouer un dialogue avec sa fille Isabelle. Ce médium, dont le rôle bien sûr était tenu par une comédienne dans l'émission Mystère, ce médium, c'était Hélène Bouvier. Et vous avez été très nombreux à appeler Hélène Bouvier. Par amitié pour elle, je vous demande de ne plus la déranger. Elle est très âgée, elle est fatiguée, elle n'exerce plus. Merci d'avance et la suite de Mystère dans quelques instants. Une supposition que vous avez certainement dû vous faire un jour comme ça dans votre vie. Et si nous avions tous déjà vécu? Et si un jour, après notre mort, nous revenions sur Terre pour entamer une autre existence? C'est ce que l'on appelle la réincarnation. Plus de la moitié de l'humanité d'ailleurs y croit, mais nos sociétés occidentales pas du tout. Et pourtant l'histoire que voici, l'histoire d'Angélique, est une histoire bien de chez nous. Avez-vous un jour ressenti, en arrivant dans un lieu que vous ne connaissiez pas, l'impression étrange d'y être déjà venu? Avez-vous eu le sentiment inexplicable d'un instant déjà vécu? Ou la sensation troublante d'avoir existé en d'autres temps? Angélique Vandenkerkhove a vécu cette expérience hors du commun. Je suis convaincue d'avoir vécu une vie antérieure en Angleterre au XVIIIe siècle, tout à fait. Ce n'est pas comme un rêve éveillé, c'est vraiment une histoire que j'ai revécue, mais tout en étant consciente. Ce serait très bien si on acceptait de mettre les choses à plat et d'essayer d'appréhender les phénomènes plutôt que de faire ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est-à-dire nier des faits
Pour un biologiste, enfin pour un scientifique, il y a des faits. Et cette personne, c'est un fait. Oui, s'il te plaît. Merci. À 8 ans, Angélique est une enfant comme les autres. Elle habite dans la région parisienne qu'elle n'a jamais quittée depuis sa naissance. No, thank you, Mom. No, really, no. Un jour, sans raison, Angélique répond à sa mère en anglais. No, thank you, Mom. I'm not thirsty. Pourtant, elle n'a jamais appris cette langue et ses parents non plus. La première fois que j'ai entendu Angélique traduire quelques phrases anglais en français, j'étais surprise. J'étais surprise, étonnée, et j'étais à son écoute, en attendant peut-être de voir un peu si ces phénomènes, enfin si ce comportement par rapport à l'anglais allait se continuer. Je n'ai rien voulu forcer, jusqu'au jour où elle m'a demandé de l'inscrire à des cours d'anglais avant que ce soit dans son programme scolaire. Je voudrais bien aller à une école anglaise. Ah bon? Pourquoi? Bah, pour apprendre l'anglais. Bah écoute, on verra, hein. Surprise par la détermination de sa fille et poussée par son intuition, Madame Vandenkerkhove a inscrit Angélique à des cours d'anglais. Le titre de la leçon. The Dream. The Dream. Alors maintenant, dans le texte, j'ai écrit une question concernant le rêve que la petite fille est en train de faire. Qui peut me dire où est la question qui concerne le rêve? Angélique. Now you have to imagine her dream. Parfait. Est-ce que tu peux nous traduire? Maintenant, tu dois imaginer son rêve. Bon, c'est bien. Est-ce que tu peux répondre à cette question? Oui. Vas-y. She can be dreaming about her teddy bear, or she can be dreaming about going on holiday. She might have some friends, and she might live in a big apartment, and perhaps she likes digging holes, and she may go for walks in the evening. Le professeur n'arrive pas à le croire. Dès le premier cours, Angélique parle un anglais presque parfait. On croirait qu'elle est née en Angleterre ou qu'elle y a vécu. J'ai 4 enfants, et sur mes 4 enfants, c'est la seule qui est vraiment eu cette passion pour l'anglais, pour tout ce qui est anglais, et également au niveau de tant de facilité au niveau du langage et de la compréhension en anglais même. Et les autres enfants ont pris des cours d'anglais comme la scolarité normale, mais jamais ils ne parlaient anglais entre eux. C'est la seule sur mes 4 enfants. Intrigué, le professeur en parle aussitôt à Madame Vandenkerkhove, mais elle ne peut apporter aucune explication à ce phénomène troublant. Deuxième langue maternelle, vraiment. J'avais l'impression de revivre des choses, je ne savais rien encore à l'époque, mais j'avais la certitude et la sensation que je connaissais des choses, je ne savais pas d'où, ni pourquoi, ni comment, mais que je retrouvais et en tout cas avec lesquelles j'avais un lien familier. 10 ans plus tard, Angélique, irrésistiblement attirée par l'Angleterre, a décidé de s'y installer pour quelque temps. C'est accompagnée par sa mère qu'elle va découvrir la capitale. Elle s'est dirigée dans les rues de Londres, vraiment sans problème. Elle m'a dit, je crois que c'est par là, et puis elle s'est dirigée comme si c'était vraiment un pays de connaissances. Pourtant, Angélique n'est jamais venue en Angleterre auparavant. Comment expliquer qu'elle s'y retrouve comme si elle y avait toujours vécu? Je ne me rendais pas compte de ce qui se passait, seulement je me sentais bien, je me sentais en sécurité, je me sentais surtout avoir retrouvé mon élément. Quelque chose qui m'appelait, qui m'attirait, je ne savais pas quoi, mais dès que je suis partie en Angleterre, je me suis retrouvée dans mon élément et le fait d'avoir redécouvert le paysage, de parler l'anglais, j'étais vraiment chez moi. C'est surtout ça qui est important pour moi, c'est la sensation d'être retournée chez moi. Sa mère est rentrée en France. Angélique se retrouve seule à Londres. Pour rompre sa solitude, elle va passer un moment dans un pub. Dès que j'ai vu James, j'ai su que c'était lui. J'ai ressenti quelque chose, pas juste comme un simple coup de foudre. J'ai ressenti quelque chose de tellement fort que je me suis dit, on s'est déjà connus, on se retrouve. Je ne savais pas trop ce qui se passait dans ma tête, mais on s'est déjà connus et on se retrouve.
Pendant 2 ans, Angélique va vivre avec James le bonheur parfait. Malheureusement, il trouvera la mort dans un accident de voiture. Lui aussi pensait que leur rencontre n'était pas un hasard. Quand James est mort, j'ai été totalement désemparée. Et je trouvais plus de sens à ma vie. Le fait de rester en Angleterre, pour moi, c'était complètement futile à présent. Il fallait que je rentre en France. Je n'avais plus rien à faire en Angleterre. Rentrer en France, j'ai beaucoup réfléchi sur ma rencontre avec James, avec le fait d'avoir retrouvé un petit peu ce que je recherchais en Angleterre. C'est ce qui m'a décidé un jour de pratiquer une régression. Angélique va peut-être enfin comprendre pourquoi, durant son séjour à Londres, elle a si souvent eu l'impression d'y avoir vécu en d'autres temps. Le mot régression veut dire retour en arrière. Alors, il n'est pas toujours très heureux puisque régression, ça veut dire reculer. C'est le contraire d'une progression. Mais en fait, il s'agit de revivre des choses qui se sont passées dans des vies dites antérieures. Vous êtes à l'entrée d'un souterrain obscur. Grâce à une technique de relaxation totale, Jean-Francis Crollard va guider Angélique jusqu'aux portes de son subconscient. Et vous me décrirez au fur et à mesure ce qui se passe. Si vous voyez quelque chose ou si vous sentez quelque chose. Elle est censée y retrouver des traces de ses vies antérieures. J'avance tout doucement. Je vois une porte. Dès que je passe de l'autre côté de la porte, je suis une petite fille, pauvre, sale et pieds nus. J'entre dans une grande pièce. Il n'y a personne. Je vois un livre sur le bureau. Je m'approche. Je l'ouvre.
passé et le présent dans ma vie actuellement. Pour Angélique, cette expérience a été positive, puisqu'elle lui a permis de se sentir mieux dans sa vie d'aujourd'hui. Mais pour certaines personnes, la régression présente des dangers. Il est possible que spontanément des gens aient des souvenirs comme cette personne, mais que le fait de les provoquer peut être dangereux. Peut être dangereux parce qu'on a affaire à des énergies informations qui, une fois ramenées dans la conscience normale, peuvent venir la parasiter. Pour des millions de personnes dans le monde, la réincarnation est une certitude. Chacun de nous aurait vécu de nombreuses vies antérieures. Angélique aurait-elle retrouvé l'une de ses vies? Bonsoir. Bonsoir. Nous avons été prudents, nous avons employé le conditionnel. Angélique aurait-elle retrouvé l'une de ses vies, mais pour vous, c'est une certitude. Ah oui, j'en suis absolument convaincue, comme je le disais lors de l'interview. Et non seulement j'en suis convaincue, mais bon, ce qu'il faut voir, c'est que j'ai effectué cette régression il y a 6 ans en arrière, et qu'aujourd'hui encore actuellement, je me rappelle vraiment parfaitement des détails, des couleurs, des visages. Tout est aussi net dans ma tête qu'il y a 6 ans en arrière. Vous y retournez de temps en temps dans ce passé anglais, avec l'aide de Jean-Francis Crollard, non? Non, je n'y retourne pas, mais il suffit d'en parler pour que tout ce que j'ai pu vivre, ça se remet en route. Et ça défile devant moi comme un paysage, oui. C'est extraordinaire, ça. Mais il a fallu quand même que Jean-Francis Crollard déclenche ce cinéma une première fois. Ouais. Oui, tout à fait. Grâce à lui, oui, j'ai pu retrouver la trace de ma vie antérieure passée. Vous dites de ma vie antérieure... Jean-Francis Crollard, Jean Didier, qui s'intéresse aussi à la réincarnation, le confirmeront. On nous dit toujours qu'on a plusieurs vies antérieures. Vous n'avez jamais eu envie d'aller en voir une autre? Non, c'est pas vraiment que j'en ai eu envie, c'est que c'est pas votre problème, les autres. Enfin, si, j'aimerais quand même bien explorer aussi le contenu de mes autres vies antérieures, mais donc celle-ci était quand même apparemment la plus importante pour moi actuellement, car ça m'a permis de pouvoir me libérer d'une certaine charge émotionnelle que je traînais dans cette vie actuelle, et de pouvoir intégrer le passé et tous ces doutes, ces questions par rapport à l'Angleterre, le fait de parler une langue couramment que je petite et que je n'avais jamais entendue ni même apprise, et donc de pouvoir intégrer ce passé dans ma vie présente actuelle et d'en être davantage équilibré, avoir un poids soulagé. Bon, dites-moi, Jean-Francis Crollard, c'est vous qui l'avez emmené en arrière. On explique dans le court-métrage que vous pratiquez une technique dite de relaxation. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plein de façons de faire des régressions. Alors, oui, quel est l'essentiel de votre méthode et en quoi diffère-t-elle des autres? Oui, d'abord, il n'y a pas d'hypnose, c'est-à-dire que les gens sont parfaitement conscients. C'est ce qu'on appelle l'expansion de conscience. On entend ce qui se passe autour, s'il y a un chien qui aboie, ma parole, la musique, et en même temps, on vit autre chose. Alors, ce que je voudrais beaucoup... Alors que l'hypnose... dans l'hypnose, on perd conscience. Oui. Et moi, d'abord, je ne la pratique pas, je ne la sens pas. Je pense que ça peut parfois être dangereux. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'effet thérapeutique. Hein. Donc, en cas d'hypnose, si on n'a pas conscience, dans quelle mesure ça a un effet thérapeutique? Parce que ce qu'il faut dire au sujet de revivre ses vies antérieures... Attendez, vous dites tellement de choses, je voudrais qu'on s'arrête. Ah oui. Effet thérapeutique. Alors, prenons un exemple. Quelqu'un vient vous voir parce qu'il est malade, soit dans son corps, soit dans son esprit. Hein? Non, quelqu'un vient me voir parce qu'il se sent poussé à le faire. Il ne sait pas pourquoi. Et effectivement, il y a eu un cas de guérison d'asthme et un cas de guérison de phobie de l'obscurité. Une personne, qu'Angélique connaît très bien, qui jusqu'à 40 ans dormait toute lumière allumée et qui, en vivant une séquence d'une vie antérieure, s'en est libérée. La raison de sa phobie actuelle était donc dans un traumatisme d'une vie antérieure. Et l'autre, c'était une infirmière de 32 ans qui avait de l'asthme. Elle ne venait pas me voir parce qu'elle avait de l'asthme. Elle venait me voir pour faire la démarche. Et elle a revécu une séquence où elle est morte dans l'éruption de Pompéi. Elle a été asphyxiée par les cendres. Bien entendu, elle n'avait pas la souffrance physique, mais elle en avait l'angoisse morale qui était à l'origine de son asthme, et après, elle n'a plus aucun problème. Donc presque toujours des maladies psychosomatiques? Pas forcément. Pas forcément. Des maladies physiques, carrément physiques? Non, j'irai pas jusqu'au cancer, et je ne suis pas du tout guérisseur. Moi, je travaille surtout sur le psychique, mais je dis que dans ces deux cas, il y a eu des effets sur le physique, notamment. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Car finalement, de savoir qu'on a été Néfertiti ou Vercingétorix, c'est très bien, puis c'est rarement le cas. Mais l'important, c'est ce qui pèse sur notre vie actuelle. Dans le court-métrage, on a vu qu'était soulevé le problème des risques qu'il y avait à pratiquer des régressions. Jean Didier, quels peuvent être ces risques? Je précise que Jean Didier, lui, ne fait pas pratiquer en quelque sorte à ses clients des régressions, mais lui
c'est dans le fond de la voyance qu'il fait, c'est la voyance des vies antérieures. Oui, la médiumnité plus exactement, c'est-à-dire que je vais faire le travail à la place de l'individu, de la personne. Ce qui est beaucoup plus reposant. Oui, plus reposant, mais qui représente aussi des avantages pour la personne qui va faire cette régression, parce que tout le monde ne peut pas aboutir à ces régressions, ça il faut aussi le souligner et le dire, je crois que c'est important. Et puis il y a aussi donc des risques, et les risques sont pour les personnes qui ne seraient pas bien préparées psychologiquement. Et puis d'autre part, il faut savoir aussi que quand on fait sa propre régression, ce qu'on appelle auto-régression... Alors on peut le faire tout seul ? On peut le faire soit tout seul ou soit, comme on vient de l'expliquer, en le faisant faire à quelqu'un. Eh bien, ce qui remonte toujours en premier lieu, ce sont des vies très difficiles dans lesquelles on a souffert, où il y a eu des traumatismes. Alors imaginez que la personne ne soit pas préparée à ça. Eh bien, au lieu d'essayer d'arranger quelque chose qui ne va pas, on va plutôt démolir ou détruire un individu. Donc votre façon de faire, c'est la façon douce. Mais dites-moi, voilà. Vous dites qu'on peut le faire tout seul. Moi, je voudrais dire 3 choses. D'abord, ça me paraît très dangereux de le faire tout seul. On a besoin d'être accompagné. Deuxièmement, il n'y a pas de risque de provocation, parce que si la personne n'est pas capable d'évoquer cette scène, eh bien, elle ne la vivra pas. Il n'y a pas de risque. Et troisièmement, la voyance peut s'opposer à l'effet thérapeutique. Est-ce que tout le monde peut faire des régressions, ou est-ce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas ? Bien sûr, je crois qu'il y a des personnes qui ne sont pas préparées, ne sont pas prêtes psychologiquement ou spirituellement, tout simplement, qui n'ont pas d'informations à recevoir, donc elles ne les recevront pas. Je voudrais revenir 2 secondes sur ce qu'on vient de dire. Je crois qu'il est important, effectivement, de revivre complètement, et non pas par l'intermédiaire d'un voyant, mais par quelqu'un qui va faire revivre cette vie antérieure, surtout dans le cas de phobie. Parce qu'il faut évacuer complètement ce phénomène, cette vie antérieure qui a été difficile et qui peut atterrir, effectivement, sur une phobie, quelqu'un qui a peur du noir ou quelqu'un qui a peur de l'eau, etc. Là, ou les allergies, il faut absolument la revivre soi-même. Nous avons aussi avec nous une consoeur, Annick Lacroix, qui s'intéresse professionnellement à tous ces phénomènes et qui s'y intéresse même qu'elle est passée en quelque sorte de la théorie à la pratique, Annick. Oui, par curiosité, parce que quand on est journaliste, on explore le monde, mais on a aussi envie d'explorer un peu le monde intérieur. Donc j'ai pratiqué effectivement avec Patrick Drouot. Ah, Patrick Drouot est très connu. Des régressions des soi-disant régressions dans des vies antérieures. Ah bon, pourquoi ? Pour vous, vous avez des doutes ? J'ai pas de doute. Le fait que ce soit thérapeutique, si vous voulez, en ce qui concerne l'existence des vies antérieures, c'est pas moi qui vais me prononcer. Il y a beaucoup de traditions qui en parlent, donc ça rend la vie plus cohérente aussi. Se dire qu'on a un destin qui se rejoue plusieurs fois, ça rend la vie moins absurde, donc je serais tentée d'y croire. C'est plus sympathique, c'est vrai. De là à dire que les régressions prouvent les vies antérieures, alors là, je serais beaucoup plus sceptique. Le fait que souvent ces régressions s'avèrent thérapeutiques me ferait pencher, je ne veux pas jouer au psy, mais me ferait pencher pour des scénarios qui sortent de l'inconscient et qui expriment une résolution d'un conflit. Voilà. Bien, en tout cas, merci Annick, merci Angélique, merci messieurs. Depuis des siècles, dans l'Ouest américain, d'étranges créatures, moitié singes, moitié hommes, ont été vues. Les Indiens les appelaient Sasquatch. Aujourd'hui, on les appelle Bigfoot, c'est-à-dire grand pied. Alors bien sûr, on a pensé à des fantasmes, à des canulars ou tout simplement à des traces d'animaux mal identifiés. Mais voici quelque temps, dans le Colorado, on a retrouvé des indices matériels. Et ces indices matériels, non seulement laissent à penser que Bigfoot existe bien, réellement, mais aussi que finalement il est peut-être plus proche de l'homme que du singe. De très longs poils sur les jambes et sur les bras. Il avait un petit torse, mais des jambes et des bras très longs. Quelles que soient ces créatures, je pense qu'il s'agit plus d'êtres humains que de singes. Je pense qu'il pourrait s'agir d'un petit groupe de 7. Tant que nous n'avons pas de preuves réelles et tangibles, les... Voilà donc pour le Bigfoot. En attendant que les chercheurs américains en sachent un petit peu plus sur lui, il fait irrésistiblement penser, bien sûr, à l'abominable homme des neiges, au Yéti du Tibet. Je voudrais qu'on parle peut-être d'un de ses cousins du Bigfoot avec Sylvain Palix qui nous a rejoint. Sylvain Palix est journaliste et réalisateur et il a monté, vous en avez certainement entendu parler dans la presse, il a monté cette expédition de septembre dernier jusqu'à la mi-novembre dans le Caucase, expédition franco-soviétique. Et là, vous étiez à la recherche, quand je dis un cousin du Bigfoot, pourquoi pas, ou du Yéti, vous étiez à la recherche de l'almasty. D'abord, almasty, qu'est-ce que ça veut dire dans la langue locale du Caucase ? Alors, dans la langue locale, plus précisément en Kabardino-Balkarie, où nous étions, almasty veut dire homme sauvage. Homme sauvage. Bon, pourquoi, semble-t-il, il y avait beaucoup plus de témoignages dans le temps qu'aujourd'hui ?
Alors, le docteur Marie-Jeanne Kaufmann, qui a travaillé une trentaine d'années sur le sujet, qui a la double citoyenneté française et soviétique, a recueilli là-bas des témoignages conséquents sur 30 ans, 500, plus de 500 même, et avant-guerre, l'Almastie était beaucoup plus vue parce que la mécanisation était réduite, il n'y avait pas eu la Grande Guerre, et l'Almastie avait l'habitude de se rapprocher des villages qui n'étaient pas à l'époque éclairés pour récupérer un peu de pitance auprès de l'habitant. La question qu'on se pose tous, c'est de savoir, singe, homme ou plus proche de l'homme que du singe. Alors d'abord, anatomiquement, il se déplace lui aussi sur les pattes arrière ? Oui, on a trouvé des traces dans la vallée des Kipsogo et près du petit village de Kaminomos, et on a toujours trouvé que des traces de pieds, c'est-à-dire de membres antérieurs. Sa taille variant entre toute taille en fait, puisqu'on y a vu aussi bien des petits que des femelles que des mâles, avec absence de dimorphisme sexuel quant à la taille, par exemple, entre les mâles et les femelles. Et la taille peut avoisiner 2 mètres à 2 mètres 20 pour un adulte. Plus petit donc que le Yéti du Tibet le Yéti du Tibet ou d'Himalaya mesurerait. Les traces de pieds qu'on a parfois montrées sont gigantesques et dans la neige, alors que nous avons trouvé des traces dans des surfaces de boue, des traces très intéressantes au niveau des points de pression, puisqu'on les a fait d'ailleurs analyser par un anthropologue. Bon, couvert de poils lui aussi. Couvert de poils, et on retrouve d'ailleurs, comme dans ce film qu'on vient de voir, ces poils analysés. Il y a eu des analyses de fait sur des poils trouvés dans la vallée de la rivière Mouchta, où nous avons travaillé, et ces poils analysés par le laboratoire de médecine de l'université de Perm sont indéchiffrables. C'est-à-dire on ne sait pas si ce sont des poils d'animal, en tout cas pas d'espèces connues, mais ce ne sont pas des poils humains. Bon alors, qu'est-ce qu'il fait qui laisserait à penser qu'il serait plus proche de l'homme que du singe? Alors, pour ne pas l'avoir vu, j'en parle au conditionnel, mais c'est vrai que ces traits morphologiquement rappellent plutôt l'homme. Bon, la station verticale régulière, c'est un être omnivore, du moins d'après les témoignages, capable de déterrer des racines, de traire les vaches pour en boire le lait. Traire les vaches? Oui, capable de se servir dans une marmite et prélever des aliments, etc. Et son habitat, est-il un habitat très, très animal, ou est-ce qu'il y travaille, il y fait quelque chose, comme certains grands singes qui, paraît-il, se font des nids Alors, il serait capable de se faire des nids, de dormir dans des cavernes, également de loger dans des granges chez l'habitant. Tout ça, ce sont les témoignages, donc, des gens du Caucase où vous êtes allés. Oui, témoignages d'autant plus hallucinants parce qu'il y a une répétition énorme. On a filmé une trentaine de témoins, on en a interviewé beaucoup plus, et ces gens, souvent, l'ont vu une fois, sont capables de retrouver une date précise, même très lointaine, et peuvent vous emmener sur le lieu précis de l'observation. Ouais. Alors, si on accepte tous ces renseignements et qu'on se dit c'est peut-être quelque chose qui est plus près de l'homme que du singe, ça pose un énorme problème au plan de l'évolution. Il vient d'où ? Alors, plusieurs théories sont avancées à partir du moment où on admet qu'il peut exister. Certains parlent d'un grand singe développé, d'autres éventuellement d'un survivant de la branche de Néandertal. C'était il y a des dizaines de milliers d'années, ça. Oui, c'était il y a 40 000 ans, je crois à peu près, et les scientifiques n'ont pas pu expliquer d'une manière claire et définitive la disparition de ce cousin de l'homme. Et vous, c'est une hypothèse à laquelle vous croyez ? Quelle est celle qui a votre préférence ? Ce serait plus amusant que ce soit un cousin de l'homme, bien évidemment, parce que ça apporterait toutes sortes de lumière sur nos origines, ça remettrait peut-être en cause certains concepts philosophiques, ça ouvrirait des voies énormes. Et est-ce que vous pensez que l'on peut dire que le Bigfoot qu'on a vu, le Yéti du Tibet, l'Almastie du Caucase, et peut-être d'autres d'ailleurs dans le monde, en Chine aussi, sont, je disais des cousins, c'est idiot, mais enfin, renvoient à la même évolution ? Je voyais un crayonné dans le reportage tout à l'heure. Il y en a un qui ressemble à un croquis réalisé par un officier de l'armée rouge il y a de cela quelques décennies. Bien, écoutez, si vous retournez dans le Caucase et que vous le voyez, tant mieux pour vous, parce qu'il faudrait quand même bien un jour qu'on puisse sinon en capturer un, mais du moins en filmer un. Bien, merci Sylvain Valnitz. Le sarcophage d'Arles-sur-Tech. Depuis près de 1000 ans, il se remplit d'une eau très pure, venue de nulle part, sinon du sarcophage lui-même, et il est arrivé à plusieurs reprises que le phénomène s'interrompe. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé durant ces derniers mois. Mais maintenant, ça recommence. L'eau revient dans le sarcophage. Seulement, elle y revient en quantité pas assez suffisante pour que l'on puisse en reprendre la distribution.
Voici le mystère du sarcophage d'Arles-sur-Tech. Nous sommes à Arles-sur-Tech, un village de 3000 habitants, blotti au creux d'un vallon des Pyrénées-Orientales. Un petit village typique, avec ses rues tortueuses et son abbaye moyenâgeuse. Un endroit bien tranquille, dont le cœur bat en haut de cette volée de marche, derrière cette grille. C'est ici, dans les entrailles de ce sarcophage, que le mystère se renouvelle depuis 1000 ans. Depuis 1000 ans, la Sainte Tombe, comme on l'appelle au village, se remplit en permanence d'une eau très pure, une eau dont personne n'est arrivé à expliquer la provenance, une eau cristalline dont on tire en moyenne 600 litres par an pour les fidèles du village et les pèlerins de passage. Et dans chaque maison d'Arles, on trouve de l'eau des saints, que ce soit chez des croyants ou même chez des incroyants. Tout le monde a une bouteille d'eau des saints. Alors bien entendu, on la remplit au moment des fêtes. Mais dans le cours d'année, il y a beaucoup de personnes qui vont chercher de l'eau des saints. Chaque année, le 30 juillet, la paroisse du village organise une procession pour la fête des saints Abdon et Sénène. Ce jour-là, les pèlerins affluent de toute la région, des 4 coins de France et même de l'étranger pour honorer les saints patrons du village. Après la messe, M. Augustin, le sacristain de la paroisse, distribue aux fidèles rassemblés quelques centilitres d'eau de la Sainte Tombe. C'est dans la prière et la ferveur que les pèlerins reçoivent cette offrande. Les Arlésiens vouent une dévotion toute particulière à l'eau du sarcophage, mais surtout, ils lui prêtent des vertus miraculeuses. L'homme dans l'eau du baptême daigne par cette eau dont notre foi nous inspire de faire usage, purifier notre âme de toute souillure et guérir notre corps de toute infirmité. Nous confions cette prière au Saint Abdon et Sénène, exauce-la par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur. Amen. On utilise l'eau en neuvaine, c'est-à-dire, bien entendu, pendant 9 jours, on dit une prière, et la plupart du temps, au bout de 9 jours, le mal a disparu. On se sent beaucoup mieux. 1945. Après l'horreur de la guerre, la montagne pyrénéenne a retrouvé toute sa sérénité. Ce jour-là, comme le veut la tradition, le 21 juin, les enfants d'Arles ont organisé un feu de la Saint-Jean. Jean-Pierre Vergès vient alors d'avoir 8 ans. Les uns après les autres, les enfants s'amusent à sauter au-dessus du feu. Jean-Pierre est gravement brûlé. Des braises incandescentes se sont incrustées dans sa peau. Je vois ma grand-mère me tamponner les jambes qui étaient donc bien brûlées avec des braises encastrées, avec de l'eau, faire des prières et me tamponner avec de l'eau des saints. J'ai été guéri très rapidement et je n'ai pas une cicatrice. Je serais quand même très mal placé pour ne pas croire à mon Dieu, à la puissance de cette eau. L'eau. Elle naît de façon inexpliquée à l'intérieur de ce sarcophage de marbre taillé au IVe siècle. Il mesure 1,76 m de long, 47 cm de large et 40 cm de profondeur. Et il contient environ 330 litres. Comment expliquer que l'on y puise en moyenne chaque année 2 fois plus d'eau qu'il ne peut en contenir? Et cela depuis 10 siècles. Car l'histoire étrange du sarcophage intarissable commence en l'an de grâce 960. À cette époque, selon la légende, le village est dévasté par des créatures monstrueuses, mi-hommes, mi-singes, qui dévorent les enfants. L'approche de l'an 1000 terrorise les catholiques.
apaiser la colère de Dieu, l'abbé Arnufle ramène de Rome les reliques de 2 saints perses, saint Abdon et saint Sénène. Malgré de violentes tempêtes, le bateau arrive cependant à bon port avec sa sainte cargaison. Le 24 octobre 960, l'abbé Arnufle arrive enfin à Arles sur Tech. Les saintes reliques sont déposées au fond du sarcophage. En même temps, l'abbé y verse un peu d'eau puisée dans les catacombes romaines. Quelques années plus tard, les restes des saints Abdon et Sénène ont été transférés dans des reliquaires à l'intérieur de l'église abbatiale. Dans le sarcophage, il ne reste plus aujourd'hui que quelques ossements et de l'eau. Cette eau, apportée de Rome et qui depuis 1000 ans n'a jamais cessé de se renouveler. La première fois qu'on voit l'eau couler, c'est très impressionnant. Quand à l'époque c'était un prêtre, quand le prêtre mettait le siphon et que l'eau coulait, on aurait dit vraiment un robinet, une source naturelle. Et c'est une source d'étonnement, et un étonnement très vif qui éveille de la curiosité, même si on peut être sceptique. Ce n'est pas normal que de l'eau sorte d'un tombeau. Et pourtant, le tombeau d'Arles donne de l'eau depuis le Moyen-Âge. On la puisait à l'aide de simples bandelettes de tissu. À partir du XVIIIe siècle, on a utilisé un petit siphon de cuivre, un siphon glissé dans l'interstice entre le couvercle et la tombe. C'est ainsi que des générations d'Arlésiens ont recueilli l'eau merveilleuse de la Sainte Tombe. D'année en année, tous les prêtres de l'abbaye qui se sont succédés ont vénéré son mystère. Il y a eu de nombreuses enquêtes qui ont été faites depuis des siècles, depuis 7 siècles presque. Les premières, c'était pour prouver bien sûr qu'il n'y avait pas de supercherie. La science à l'époque était certainement trop démunie. Et la première enquête dont nous avons le témoignage a eu lieu en 1529. Cette année-là, les troupes de Charles Quint étaient passées à Arles et ils avaient tiré de l'eau pendant leur séjour, une quinzaine de jours environ, plus de 3 fois la quantité du sarcophage, d'après les textes qui nous sont parvenus. Il y eut une deuxième enquête en 1587. Le visiteur nonce apostolique vint lui-même s'assurer qu'il n'y avait pas de supercherie. Il fit déplacer le sarcophage, il le fit sortir, ouvrir, et on constata qu'il n'y avait pas de canal, de conduit dans les supports qui sont toujours là. Il vérifia qu'il n'y avait pas non plus d'interstice, donc l'eau ne pouvait pas remonter par le sol. Il pensait qu'il y avait peut-être une source sous le sarcophage et l'eau serait remontée. Donc cet argument s'est effondré en 1587. Le mystère demeure. Et nous avons une seule certitude. L'eau n'est pas apportée, elle n'est pas introduite subrepticement. Ça supposerait une supercherie magnifique de 1000 ans. Mais il y a de l'eau. Plusieurs fois, on a ouvert le sarcophage. La dernière fois, c'était en 1950. On l'a vidé et nettoyé. 8 jours plus tard, l'eau réapparaissait. Et pourtant, les rationalistes n'ont jamais lâché prise. Des chimistes, des radiesthésistes ont tenté sans succès de percer son secret. Octobre 1958. Une revue scientifique de Grenoble, la Houille Blanche, décide de relever le défi. L'enquête est confiée à un jeune hydraulicien qui vient à Arles mener des expériences in situ. Avec l'accord du curé du village, l'ingénieur installe ses instruments de mesure près du sarcophage. Hygromètre, thermomètre et pluviomètre. Pendant 2 mois, il vient matin et soir relever les mesures de pluie et de température. Pour mesurer le niveau d'eau à l'intérieur du sarcophage, il fabrique un instrument avec une réglette d'écolier et un simple tuyau. En décembre 1961,
l'ingénieur publie son rapport dans La Houille Blanche. Il pense avoir trouvé la solution au mystère et confie les résultats de ses expériences à l'un de ses collègues. Il a trouvé que entre l'eau qui tombait et le passage en gouttelette dans le sarcophage, il s'écoulait, je vois ici, 4-5 jours pour faire le passage. Le sarcophage est imperméable, parce que si c'est poreux, l'eau qui entre par le couvercle doit passer par le fond. Parce que s'il y a des trous en haut, il y a des trous en bas. Si vous avez déjà du calcaire qui a été dissous dans l'eau qui est passée à travers le couvercle, c'est une eau qui va donc avoir peut-être un CO2, un calcaire, donc des carbonates qui vont se trouver dans le fond du sarcophage. Et carbonates qui vont éventuellement donc se déposer, donc contribuer à l'étanchéité du sarcophage dans sa partie basse. Depuis Grenoble, l'ingénieur demande à l'instituteur d'Arles de mener une dernière expérience. Son but, vérifier que le couvercle est bien perméable. Mais l'expérience ne démontrera rien. La Sainte Tombe ne livre pas son secret. J'ai envoyé l'eau du sarcophage, l'eau de la pluie de la ville et tout ça à Londres. Et Londres a catégoriquement dit que l'eau du sarcophage n'a rien à faire avec l'eau de pluie. Donc, l'eau ne passe pas. Cette eau, j'y vois un signe de la bonté de Dieu pour nous. Alors pourquoi Dieu qui a créé le monde, qui a créé la matière, qui a créé la pierre, qui a créé l'eau, ne nous donnerait-il pas cette eau tout simplement comme signe de cette vie qu'il veut nous donner? Prudente, l'Église refuse de prendre officiellement position à propos du mystère de la Sainte Tombe. Au fil du temps, les guérisons se sont multipliées, ainsi que les témoignages de reconnaissance et de remerciement à l'eau. Depuis 1000 ans, le sarcophage ne s'est presque jamais tari, sauf en 1794, quand il a été profané par des soldats républicains. Mystérieusement, l'eau avait disparu. Elle n'est réapparue qu'un an plus tard, quand le curé a fait nettoyer la tombe. Les femmes du village n'arrivaient pas à l'essuyer. L'eau suintait spontanément. Si je me rappelle bien, ça je l'ai lu, je n'ose pas vous l'assurer, mais je pense que pendant la guerre, il y a également eu quelque chose. Chaque fois qu'il y a des événements, qui se préparent, il n'y a plus d'eau dans la tombe. Au village, on sait que quand l'eau du sarcophage se tarit, cela annonce toujours une catastrophe. À la veille de chaque guerre mondiale, le sarcophage était à sec. En 1940, alors que le village subissait les plus fortes inondations de son histoire, le tombeau est resté vide. Aujourd'hui, Arles croit toujours à l'eau des saints. Le mystère du sarcophage fait partie de la vie des habitants. Personne ne songe à renier la puissance de l'eau. On la boit avec dévotion, on la conserve précieusement. On la dit même inaltérable. Au village, on se souvient à peine du passage des scientifiques, si ce n'est pour affirmer qu'ils n'ont jamais trouvé la solution. Le sarcophage n'a pas encore livré son secret. Un secret qui survit depuis bientôt 1000 ans. Voilà, Mystère se termine. Restez encore avec moi quelques instants. J'ai des informations à vous donner. D'abord, si vous souhaitez assister à l'émission 3615 code TF1. Et puis d'autre part,
Si vous avez des histoires extraordinaires à nous communiquer, vous les adressez à l'adresse que vous voyez apparaître, Mystère, boîte postale 2008, 92 518, Boulogne-Cedex. Voilà, je vous souhaite une excellente nuit et je vous donne rendez-vous dans un mois pour un autre mystère. Bonsoir.